Très bien. Donc, on peut aller. Les structures conditionnelles. Alors, comme on l'a vu à la fin de la dernière séance, ce chapitre-là, il y a quatre parties principales. D'abord, les opérateurs booléens. Enfin, les booléens d'abord, introduits de façon générale, c'est quoi le booléen, l'arithmétique de Boole. Deuxième point, ce sont les opérateurs de comparaison. Ensuite, les opérateurs logiques, les trois les plus importants, and, or, not. Ensuite, les conditions en Python. Parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est très bien, on connaît presque tous les opérateurs booléens, mais en Python, on ne va pas vraiment manipuler directement des true, des false. Non, on va en fait utiliser les conditions pour avoir ces résultats-là. Donc, on se base sur les conditions pour avoir, disons, des réponses booléennes afin d'effectuer un certain nombre de tâches. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie courante presque tout le temps pour prendre une décision. On va d'abord réfléchir à est-ce que cette condition est respectée avant de prendre une telle décision. Est-ce que une autre condition est respectée avant de... Donc c'est quelque chose qui n'est pas qui vous est familier, qui nous est familier, qu'on utilise. Et l'exemple que j'avais utilisé la dernière fois, je pense par exemple avant de sortir, vous allez checker la météo. S'il pleut, voilà, vous allez penser à prendre un parapluie ou bien ne même pas sortir. S'il y a le soleil, je sais pas moi, vous allez prendre une casquette. En tout cas, vous voyez, c'est quelque chose qu'on utilise assez couramment. Et si je me trompe pas, on avait introduit cette partie-là. Les deux opérateurs, en fait, c'est quoi un booléen? Un booléen, en fait, c'est un type de variable, tout comme les entiers, les chaînes de caractères, les floats. Donc, c'est un type de variable, mais qui a juste, on appelle ça des états, qui a juste deux états. Un état où il est vrai, où elle est vraie pour la variable, ou bien un état où elle est fausse. Donc, il y a juste deux états, et l'état vrai et l'état faux. Donc, il prend juste deux valeurs. Donc, et comme je vous l'ai dit, ça tire, tout ça, c'est ça, en fait, il y a une discipline particulière des maths qu'on appelle algèbre de Boole. Et tous ceux qui ont fait un peu d'électronique numérique, c'est sûr que vous avez vu les tableaux de Boole, tableau du et, du ou, et du zor, tout ça. Donc, c'est sûr que vous avez vu ça. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ça. Donc, mais quand même, c'est important. C'est vrai que je vais pas m'étaler sur ça, mais je vais vous montrer enfin, parce qu'en Python, il faut comprendre comment combiner les différentes, les différents opérateurs booléens entre eux. Donc, par exemple, savoir où, quand tu mets où, voilà, qu'est-ce que ça doit donner comme résultat. Quand tu mets une condition avec où, quand tu mets une condition avec et, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui, hopefully. Alors, ici, c'est quoi? C'est pourquoi de nombreux... Et oui, je parlais d'algèbre de Boole, mais en fait, c'est pareil. Tout ce que vous avez vu en électronique numérique, enfin, pour ceux qui ont vu, ça se traduit de la même manière, en fait, en programmation. Et c'est pas uniquement en Python. La plupart des langages de programmation, ils ont ces opérateurs booléens là. Donc, et en Python, le type de variable qui désigne le booléen, c'est le bool. Donc, c'est B2OL, bool. Quand vous voyez bool directement, c'est dit booléen. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, en fait, en Python, ils abrègent le nom des types de variables. Chaîne de caractères, en anglais, c'est voilà, string. En Python, c'est str. Entier, en anglais, c'est integer. En Python, c'est int, ainsi de suite, ainsi de suite. Virgule, un nombre à virgule, donc c'est floating point, donc en Python c'est float. Donc juste quand vous voyez bool, directement pensez à booléen, donc ça prend juste deux valeurs. Donc et ici, comme encore une fois, c'est juste une révision, le booléen, il faut faire attention, je le répète, je l'ai répété la dernière fois, je le répète encore. En Python, contrairement à certains langages de programmation, à chaque fois, pour les deux valeurs de booléenne, ça prend toujours une majuscule au début. True, c'est avec grand T. False, c'est avec grand F. Si vous mettez avec petit f ou petit t, ça va vous donner une erreur en fait. Et là, l'exemple qu'on a ici, je déclare une variable que j'appelle x. Je lui donne la valeur true. Donc, true, c'est une valeur booléenne. Donc, ici, là, ce sera une variable booléenne. Et si j'affiche ça, bon, il va me donner true. Logique, rien d'étonnant. Et maintenant, si j'essaye d'afficher, de savoir quel est le type, on a vu cette fonction type. Cette fonction type, quand tu mets type, entre parenthèses, quelque chose, il va te donner le type d'une variable ou le type
de quelque chose, d'un objet en Python. Donc, type quelque chose, ça te donne le type. Et ici, ça donne classe bool. Donc, c'est une variable booléenne. Le class, je vous l'ai dit, on va voir ça quand on va attaquer la programmation orientée objet. Je vous avais balancé, je me souviens très bien, je vous avais balancé quelque chose du genre tout est orienté objet, enfin tout est objet en Python. Donc vous allez comprendre ça après. Donc plutôt que d'insérer directement true ou false dans notre code, nous obtenons généralement des valeurs booléennes à l'aide d'opérateurs booléens. Exactement. Donc à chaque fois, au lieu de dire while true ou bon, là je dis quelque chose que peut-être certains ne connaissent pas. En fait, pour tester certaines conditions, on ne va pas directement manipuler true et false. On va plutôt manipuler des conditions qui vont aboutir à un état. Et cet état-là, ça peut être true ou ça peut être false, en fait. Donc, et c'est justement ça, c'est en fait, c'est les opérateurs booléens qu'on va utiliser. Donc, en fait, c'est juste des opérateurs qui vont répondre à des questions qu'on dit fermées en français. Donc, ça dit, c'est des questions auxquelles tu n'as le droit de répondre qu'avec oui ou avec non. Donc, on te pose une question, tu vas pas venir, je sais pas, est-ce qu'il pleut? Soit c'est oui, soit c'est non. Tu vas pas dire que non, il pleut un peu. Non. Donc c'est ça. Donc c'est les questions fermées comme ça. Les opérateurs booléens, ils répondent en fait à ce type de questions-là qui n'ont pour réponse que oui ou non. Donc les opérateurs de... Bon, maintenant on commence, on rentre dans le vif du sujet. On s'était arrêté là la dernière fois. Donc les opérateurs de comparaison. Donc il y a plusieurs types d'opérateurs. Mais bon, pas une infinité quand même. C'est fini et on les connaît très bien. C'est quelque chose qui nous est aussi familier pour ceux qui ont fait des maths basiques. Donc, dans les opérateurs de comparaison, encore, on les appelle encore des opérateurs relationnels. Donc, comme vous voulez. Ils sont utilisés juste pour comparer deux nombres. Donc, comparer deux nombres, voilà. Soit est-ce que le nombre est égal à un autre nombre? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est supérieur? Est-ce que c'est inférieur? Est-ce que c'est inférieur ou égal? Est-ce que c'est supérieur ou égal? Tout ça, c'est des trucs assez simples qu'on connaît très bien. Donc, il en existe 6 exactement. Bon, à ma connaissance, j'ai dit. Donc, il en existe 6. Je pense que c'est tout, hein, probablement. Donc, ces opérateurs comparent les valeurs de part et d'autre du symbole de comparaison et renvoient true ou false en fonction de la condition. Donc, comme en maths, vous allez écrire est-ce que x est égal à 10? C'est la même manière. Donc, on a deux objets, enfin, deux variables ou deux nombres, et vous avez un opérateur de comparaison au milieu qui va tester cette condition-là. Est-ce que x, par exemple, est égal à, je sais pas, 1000? Oui ou non. Donc, true, ça va renvoyer soit true, soit false. Donc, le premier opérateur, c'est ça, c'est l'opérateur égal. Et il vérifie si la valeur à gauche de la condition est exactement égale à la valeur qui est à droite. Exactement. Donc, il n'y a pas de... Ça se ressemble. Non. Si les deux valeurs sont différentes, ça va renvoyer false. Donc, si les deux valeurs sont égales, ça va renvoyer true, simplement. Donc, l'opérateur égal ici, alors je l'ai mal noté, faites pas comme moi. Ici, c'est collé. D'ailleurs, je dois le mettre en... C'est ça. Donc, l'opérateur égal qui est noté, c'est égal, égal. En maths, c'est un seul égal. Ici, c'est deux égal. Si vous mettez, vous allez voir, si vous mettez un seul égal, ça veut dire autre chose. D'ailleurs, vous savez déjà, quand on met un seul égal, c'est l'opérateur qu'on appelle d'assignment, d'affectation. C'est ça. Donc, si vous mettez un seul égal, c'est comme si vous essayez d'affecter une valeur à la variable. Mais si vous mettez deux égales, c'est l'opérateur de comparaison, donc l'opérateur d'égalité. Donc, voilà ici, comme exemple, donc on a x qui prend la valeur 2021, y qui prend la valeur 2024. Et là, qu'est-ce que je fais? J'essaye de voir est-ce que x est égal à y. Bon, bien évidemment, 2021 n'est pas égal à 2024. Donc, ça va renvoyer false. Donc, c'est faux. 2021 n'est pas égal à 2024. Donc, c'est le résultat auquel on s'attendait, clairement. Ensuite, le deuxième exemple. Alors, je sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Ouais, j'ai sauté. Bon, c'est pas grave, je vais le compléter après. En fait, il y a l'opérateur de différent que j'ai pas mis, j'ai pas expliqué, mais bon, vous savez ça. Donc, après l'opérateur d'égalité, il y a l'opérateur différent. Différent, c'est au lieu de deux égales, c'est un point d'exclamation suivi d'un égal. C'est pour dire c'est différent. Donc, ici, X toujours la même chose, X 2021, Y 2024.
Est-ce que X est différent de Y? Ouais, bien sûr. Donc, ils sont différents. Donc, ça va renvoyer true. Simple, toujours. Je sais absolument pas pourquoi j'ai pas noté ça, parce qu'en principe, je dois avoir ces points-là. Sûrement un oubli. C'est pas grave. Euh, donc, ensuite, on a le prochain opérateur, c'est l'opérateur supérieur. Je vais compléter ça après. Normalement, il doit y avoir un texte ici avant l'exemple. C'est pas grave. Donc, le supérieur, c'est est-ce que ici x égale à 2021, y égale 2024. Est-ce que x est supérieur à y? Est-ce que 2021 est supérieur à 2024? Bien sûr que non. Donc, ça va renvoyer false. Donc, le reste, c'est pareil. Donc, l'opérateur supérieur. Alors, peut-être j'attire votre attention sur ça. Il y a le supérieur, il y a le supérieur ou égal. En fait, le supérieur ou égal, c'est comme une combinaison du supérieur simple et de l'opérateur égalité. Donc, comme je l'ai dit ici. Donc, ça va renvoyer vrai si la valeur à gauche est supérieure à celle de droite, ou bien, c'est important ce mot, ou bien quand les deux valeurs sont égales. Donc, je mets même ça en, en bold. C'est important le mot ou bien ici. Donc, c'est ça. Donc, il combine simplement les opérateurs égal et supérieur et il va renvoyer true lorsque la valeur à gauche est supérieure ou bien elle est égale ou bien les deux valeurs sont égales, simplement. Donc ici, on a x 2024, y 2024. Bon, on voit directement les deux valeurs sont égales. Donc si je mets x supérieur ou égal à y, il va me renvoyer true. C'est vrai que c'est pas supérieur, mais il y a l'égalité qui est là. Donc voilà. Donc, comme je le dis, le ou bien, c'est très important ici, parce que vous allez voir qu'on va commencer à combiner les opérations. Donc, on va utiliser le ou, bon, c'est comme ou bien en fait. Ensuite, l'opérateur inférieur, c'est ça, je mets ça également. L'opérateur d'infériorité, c'est ça. Donc, il va vérifier simplement si la valeur à gauche est plus petite que celle qui est à droite. Et ça va renvoyer bien sûr true si la condition elle est vérifiée ou elle est respectée. Donc ici, x 2021, y 2024, je fais x inférieur à y, bah, ça va me donner true, simplement. Jusque là, bon, c'est un jeu d'enfant. Je continue, inférieur ou égal aussi, c'est pareil, c'est comme le supérieur ou égal. Donc, ça, c'est la même chose. En fait, c'est une combinaison entre l'opérateur inférieur et l'opérateur égal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer true lorsque la valeur à gauche est inférieure à celle qui est à droite, ou bien lorsque les deux valeurs sont égales. Encore une fois, je mets mon ou bien ici. Très bien. Donc, bon, l'exemple de x égale 2024, y égale 2021. Print, j'affiche, est-ce que x est inférieur ou égal à y? Bah, bien sûr que non, pas du tout. Ce n'est ni égal, ni inférieur. Donc, c'est faux. Bien. Remarque, les comparaisons fonctionnent généralement comme on l'espère, mais ils peuvent parfois être difficiles à gérer. Ça, c'est vrai. Ici, je vais également attirer votre attention pour ceux qui somnolaient jusque-là parce que c'est un jeu d'enfant. Ici, regardez, on a 3.0 égale à 3. Je l'ai exécuté. Je ne voulais pas l'exécuter. J'allais vous demander, selon vous, ça donne quoi? 3.0 égale à 3. Bah, ça donne vrai. C'est logique. Non, 3,0 et 3, c'est la même chose. Même si, voilà, en principe, ils ne sont pas de même type. 3.0, c'est un floating point. C'est un nombre à virgule. 3, c'est un nombre entier. Mais quand même, ils sont égaux. Il n'y a pas de souci. Ensuite, mais quand tu fais 3, entre griffes 3, égale à 3, donc ici, il va renvoyer faux. Et d'ailleurs, je vous demande, selon vous, je pense que je l'ai dit en bas, selon vous, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi, en fait, quand je fais 3.0 égale à 3, ça renvoie vrai, et quand je fais 3, entre griffes, égale à 3, ça renvoie faux? Est-ce que quelqu'un a une petite idée du pourquoi? Oui, Je vas-y, pense que Idrissa, oui. quand, quand on met les griffes, c'est le type caractère et quand vous mettez 3, c'est le type float. Oh, oui, C'est le type en fait. oui, exactement, c'est le type. Mais j'ai pas encore la réponse. En fait, c'est pas. Oui, tu as raison, tu as parfaitement raison à 100%. Mais pourquoi, dans ce cas, pourquoi en fait, ici ça donne vrai? Puisqu'ils sont pas de même type dans ce cas. Parce que dans certains langages de programmation,
Je ne veux pas vous perdre avec du JavaScript. Mais dans certains langages, souvent, tu as deux types d'égalité. Il y a l'égalité simple, donc comme ça, et il y a l'égalité typée. Donc, c'est-à-dire, tu testes est-ce que les deux valeurs sont égales et est-ce qu'ils ont le même type en fait. Donc, mais bon, ta réponse, elle est correcte, elle est satisfaisante. Mais en fait, oh, c'est quoi ça? Oui, quelqu'un. euh, oui, 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 vas-y, Diao. Ouais, bon, je pense que c'est comme tu l'as dit, hein. Mhm. J'avais signalé dernièrement que, bon, par exemple, sur Python, on n'a pas besoin d'étudier. Voilà. En fait, oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Je pense que vous avez très bien compris. En fait, ce que je voulais relever ici, c'est quoi? C'est juste de faire attention. Quand tu fais une comparaison entre deux types qui sont complètement différents, ça va pas marcher, même si la valeur, elle est la même. Ici, en fait, ce que je veux dire, pourquoi ça a marché? Tout simplement parce qu'on sait très bien 3 et 3,0, c'est la même chose. Et le int, facilement, non, le float, le int, il est facilement convertible. Hein? On peut facilement le convertir en float en fait. Parce que 3, c'est comme 3.0. 4, c'est 4.0. 10, c'est 10.0. Là, il n'y a pas de souci. Mais quand tu fais une chaîne de caractères, donc 3, c'est pas égal là, c'est pas la même chose. Là, il considère ça en fait comme du texte brut. Donc, si tu veux faire l'égalité, tu vas devoir convertir en fait ça en soit float, soit int avant de faire la comparaison. Donc, c'est ça, c'est la réponse, elle est évidente. Les opérateurs de comparaison peuvent être combinés avec, voilà. En fait, là, on a vu, c'est les opérateurs les plus basiques, c'est très simple. Mais généralement, ce qui rend ça intéressant, c'est quand on combine en fait ça avec des opérateurs arithmétiques. Par exemple, je peux vous dire, est-ce que, de toute façon, c'est ce qu'on va voir en bas, est-ce que vrai, selon vous, est-ce qu'on peut, par exemple, additionner vrai plus vrai? Et qu'est-ce que ça va donner selon vous? Vrai plus vrai ou bien faux plus faux? Donc, bon, je vois que pour certains, ça ne sera pas logique. Pour d'autres aussi, ils vont dire que c'est faisable. Mais en fait, c'est ça qui rend ça intéressant. C'est quand vous combinez ça, en fait, avec des opérateurs arithmétiques, ça devient, en fait, et vous formez, en fait, comme je l'ai dit ici, une gamme pratiquement illimitée de tests mathématiques, en fait. Donc, ici, c'est vrai que j'ai utilisé une fonction, mais on n'a pas encore vu les fonctions, ne vous en faites pas, si vous ne comprenez pas ce que ça fait, mais c'est une syntaxe qui est très simple. Donc, ce que j'ai, alors, ici, c'est pas grave. Ici, qu'est-ce que je fais? Je définis en fait une petite fonction qui s'appelle epr. Il va prendre un paramètre n, qui est un entier, et qu'est-ce qu'il va voir? En fait, ce qu'il fait, ma fonction ici, elle vérifie si un nombre est pair ou pas. Si un nombre est pair, elle va renvoyer vrai, true. Sinon, elle va renvoyer faux. Comme je vous l'ai dit, ne vous cassez pas la tête. Pour ceux qui n'ont aucune idée de c'est quoi une fonction, ne vous en faites pas. C'est quelque chose qu'on va voir de fond en comble après. Donc ici, juste pair, c'est juste pour savoir si le nombre que je rentre comment on appelle, est pair, il va renvoyer true, sinon il va renvoyer false. Et maintenant, qu'est-ce que je fais après? Je déclare une variable qui est n, 100, normal. Et qu'est-ce que je dis ici? Je veux juste savoir, en fait, est-ce que le n, il est pair? Donc, le nombre 100 est-il pair? Donc, il va dire, le nombre 100, oui, il est pair, true, simplement. Et 11, on sait tous que 11 n'est pas pair. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que le nombre 11 est-il pair? Non, il n'est pas pair. Donc, c'est simple, juste une illustration pour terminer là. Ne vous cassez pas la tête avec la fonction ici. Lorsque vous faites des comparaisons, n'oubliez oui, c'est ce que j'ai déjà attiré votre attention sur ça. Donc, quand vous faites des comparaisons, n'oubliez pas, quand c'est égal, l'opérateur d'égalité, c'est deux égales. Mais quand vous mettez un seul égal, ça devient l'opérateur d'affectation. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, si vous écrivez 2 égale, n égale 2, vous vérifiez si le contenu de la variable, exactement, c'est, j'ai envie même de mettre ça en tiret, bien vrai que, attendez, c'est ça, ici, c'est ça. Donc, si vous écrivez n égale 2, vous vérifiez est-ce que le contenu de la variable n est égal à 2. Mais si vous faites n égale 2, vous changez la valeur, le contenu de n par 2. Donc, deux choses, il faut distinguer ces deux-là. Ensuite, les opérateurs logiques. Donc, on arrive à un point essentiel. Donc, les trois opérateurs les plus importants dans l'algèbre booléenne. Bien sûr, il y en a
Je sais pas, il y en a combien, mais en tout cas, il y en a une bonne panoplie. Mais principalement, ce sont ces trois qu'on utilise le plus couramment lorsqu'on programme. Donc, en fait, c'est quoi un opérateur logique? Voyez ça de la même manière comme les opérateurs arithmétiques. Mais en fait, là, ce sera des mots. Donc, des mots-clés réservés, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas déclarer. Je vous parlais tantôt des règles de nomenclature d'une variable. Vous ne pouvez pas, par exemple, pas utiliser un mot réservé pour donner ça à votre variable. Donc, ça, par exemple, ces trois-là, ce sont des exemples de mots réservés. Et en fait, tout simplement, ils permettent d'effectuer des calculs logiques entre, entre les opérateurs, donc entre les opérations, je veux dire, et comme dans l'algèbre de Boole. Et ça ne renvoie, ce type d'opérateur-là, ça ne renvoie que des booléens, c'est-à-dire ça va renvoyer soit true, soit false, pas plus, pas moins. Donc, il est essentiel de maîtriser les trois que nous verrons car ils sont très couramment utilisés pour combiner les instructions conditionnelles, exactement. Ensuite, le premier opérateur, j'ai vraiment pas eu le temps de formater quand j'écrivais, raison pour laquelle je parle bolt. L'opérateur not, en fait, le not, comme en anglais, c'est pour dire non. Not, quand tu dis not, donc c'est l'opérateur en fait de négation en anglais. Et c'est pareil en logique. Donc le not, on l'appelle le non logique. Le non logique, en fait, ça, contrairement aux autres qu'on va voir tout à l'heure, les deux autres, le not logique, comment je vais dire ça? En fait, il fonctionne avec une seule valeur booléenne ou bien une seule variable booléenne. C'est-à-dire, c'est not quelque chose. Donc, par exemple, je dis, bon, il y a un exemple juste en bas. Donc, c'est-à-dire, ça va renvoyer true si la valeur booléenne est false. Donc, ça fait l'inverse. Si c'est true, not va renvoyer ça à false. Si c'est false, not va renvoyer ça à true. Donc, à chaque fois, il fait la négation, en fait, de la valeur qui suit ou de la variable qui suit, en fait. Et vice-versa, bien sûr. Donc, mais attention, ici, j'ai dit quelque chose pour ceux qui sont plus matheux, vous allez comprendre ce que je... Enfin, c'est pas un si simple, c'est un si et seulement si. Parce que c'est dans les deux sens. Donc, il s'agit d'un opérateur unaire. Voilà, c'est ça. Un opérateur unaire, simplement, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu as le not, mais ça suit une seule valeur après. Vous allez voir, en fait, par exemple, le end, il faut deux valeurs pour pouvoir faire ça et ça, ou bien or ça et ou ça. Mais le not, c'est juste un seul élément, donc c'est not quelque chose. Donc, ce qui signifie que pour renvoyer une valeur, une seule opérande est nécessaire. Exactement, simplement. Donc, l'exemple ici, on a n 2024, donc ma variable, j'ai donné ça, que j'ai donné la valeur 2024. Et ce que je veux faire ici, je veux vérifier que n n'est pas divisible par 5. Bon, on voit clairement que c'est pas divisible. 2024, c'est pas divisible par 5, si je me trompe pas. Et qu'est-ce que je vais faire pour vérifier ça? Je fais note. En fait, déjà, on a vu l'opérateur, le pourcentage, qui donne le reste de la... Hein, le pourcentage, vous vous rappelez, quelqu'un se rappelle de ce que donne cet opérateur-là? Une idée? On l'a vu dans le chapitre juste qui a précédé ça. L'opérateur avec le pourcentage. Oui, oui, vas-y. Oui, mais son nom, c'est ce que je veux dire, le nom. Oui, modulo, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, l'opérateur modulo. Donc, il va vérifier, en fait, est-ce que le reste de la division euclidienne par le 5, est-ce que ça donne zéro? Parce que généralement, un nombre est divisible par 5 si le reste de sa division euclidienne par 5 donne zéro. Donc, c'est ce que je fais ici. Ici, vous voyez, on peut garder ça comme ça. N modulo 5 égale 0, mais je mets un autre. Parce que si ça donne 0, ça veut dire oui, c'est divisible. Mais je veux savoir est-ce que ce n'est pas divisible. En fait, il faut juste penser. Vous pouvez faire ça, regardez. Vous pouvez enlever le note. En fait, ça c'est juste pour illustrer le note. Si vous faites ça, ça va marcher. Mais il va donner le résultat. Il va vous donner en fait faux. Pourquoi? Parce que simplement n n'est pas divisible par 5. Mais bon, moi là c'est l'inverse, je veux plutôt. Donc je mets un note ici. Donc, si c'est faux, il va me dire vrai. Donc, je veux vérifier que n n'est pas divisible. Est-ce que c'est pas divisible? Oui, c'est pas divisible. Donc, c'est ça. C'est ce que permet de faire le not ici. Donc, il inverse en fait le booléen, la réponse. Simplement. Ensuite, les deux opérateurs, le AND, le deuxième opérateur, je veux dire, le AND qu'on appelle couramment en français le et
ou plus précisément le et logique, parce que et logique, encore, il y a une petite subtilité entre les deux en programmation. Donc, lui, en fait, pour ceux qui... Malheureusement, j'ai complètement oublié, je voulais introduire pour ceux qui ont fait l'électronique numérique, vous connaissez très bien le tableau du et. Je peux l'inclure tout de suite, c'est pas un problème. Donc, exactement, la table de vérité du et. C'est exactement ça. Voilà. Mais je pense que la plupart, ils connaissent ça, hein. Donc, le tout, mais en fait, juste, il faut retenir, l'opérateur AND, qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux opérandes. Donc, il va vérifier, par exemple, X and Y, c'est-à-dire X et Y. Et il renvoie tout si et seulement si, encore une fois, le si et seulement si, c'est important, si et seulement si les deux opérandes sont vraies, c'est-à-dire les deux opérandes sont true. Donc, lui, il envoie tout uniquement dans ce cas, si les deux opérateurs sont vrais. Et dans les autres cas, c'est faux en fait. Donc, et là, c'est un opérateur binaire, contrairement au NOT, qui était un opérateur unaire. Et voilà, donc ça dit pour envoyer une valeur, il doit être utilisant deux opérandes. Et je vous montre ça. Alors, je pense qu'on peut facilement trouver sa table de vérité. Je vais l'inclure, table de vérité end. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Je vais aller là. Je veux en fait la table de vérité end or not. Ça serait intéressant d'avoir les trois en même temps. Bon, c'est pas grave. Ici, c'est intéressant. Donc, voilà, par exemple, ici, un exemple. Ici, on a la table de vérité. Bon, on n'a pas encore vu le ou, mais c'est assez simple. La table de vérité du et, c'est le end, en fait. Donc, le et logique. On a deux opérandes. L'opérande A, l'opérande B. Et à chaque fois, on veut savoir est-ce que A et B, c'est vrai. Donc, si les deux conditions. Donc, vous voyez, si A, c'est... En fait, le 0 ici, c'est pour dire false. C'est la même chose en Python. 0, c'est false. Le 1, c'est true. Donc, false et false, c'est faux. Avec le et. False and false, c'est faux. C'est false. False and true, c'est toujours false. True and false, c'est toujours false. Et enfin, true and true, ça donne true. Donc, c'est dans uniquement ce cas que l'opérateur and ou l'opérateur et logique renvoie le true. Donc, pardon, c'est pas là. Donc voilà, c'est ce que je disais. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le commentaire vient faire ici. Je l'ai pris depuis la dernière fois. Voilà. Donc, comme exemple, voilà, c'est ce que j'ai donné ici. J'affiche true and true. Donc, vrai et vrai. Donc, voilà, c'est true, quoi. C'est le seul cas où ça va donner true. Et le reste. Et aussi, j'attire votre attention. Ici, le end, c'est tout en minuscule. Voilà, c'est les conventions, il faut les respecter. Le N, tout en minuscule. A, N, D en minuscule. Et enfin, le dernier ici, c'est true and false. Bon, c'est false. Parce que à partir du moment où il y a un seul false dans le end, le reste c'est false en fait. On ne regarde plus. Et vous allez voir après, je vais vous montrer. On peut même combiner. Regardez. Imaginez, regardez, bon, disons, j'ai true and false. Non, je prends le premier même. J'ai true and true. En fait, c'est-à-dire j'ai plusieurs conditions. J'ai true and true and true. Pourquoi il me fait ça? And true and true. Donc, tout ça, quel que soit le nombre de true que je vais avoir ici, il va toujours me donner true en fait. Vous voyez? Il va me donner true. C'est-à-dire, c'est pas forcément deux opérandes. Donc, au moins deux opérandes. Et ici, à partir du moment où je mets un and false, il devient false. Donc, voilà, c'est ça. À partir du moment où le n voit un false, il devient false en fait. Donc, je sais pas, il est sûrement allergique au false, aucune idée. Voilà, donc c'est juste pour l'exemple. Ensuite, ici, là je prends un exemple qui est plutôt concret, un peu plus concret. En fait, ici c'est pour savoir quel est le signe de deux nombres pour le premier. Est-ce que A et B, deux nombres donnés A et B, est-ce qu'ils sont tous les deux positifs. Donc ici, j'ai donné comme valeur à A 18, comme valeur à B 226, comme valeur à C moins 5. Et qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vérifie est-ce que A et B sont positifs. Et là, vous voyez, il y a le et même. Donc le même et qui est utilisé grammaticalement. C'est-à-dire quand tu vois et, il faut que les deux conditions soient respectées. Donc vérifier si A et B sont tous deux positifs. Qu'est-ce que je fais? Je regarde.
A supérieur à B, strictement supérieur à B, et est-ce que A supérieur à B et B supérieur à... qu'est-ce que je raconte? Est-ce que A supérieur à 0 et B supérieur à 0? Et qu'est-ce que ça va me renvoyer? True. Parce que A c'est 18, B c'est 226, bien sûr. Donc tous les deux sont supérieurs à 0. Ensuite, est-ce que A est plus petit que B et C? C'est-à-dire, est-ce que A est plus petit que B et A est plus petit que C? Donc pareil, A plus petit que B and A plus petit que C, ça va me renvoyer faux. Donc pourquoi? Tout simplement, oui, A est plus petit que B, mais A n'est pas plus petit que C. Parce que la deuxième condition renvoie false. Donc toute la condition tombe à l'eau, ça devient false. Juste parce que celle-là renvoie false. Ensuite, vérifier si C est le maximum des trois. Le maximum d'un certain nombre de nombres, c'est le plus grand, tout simplement. Donc, et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vérifie, est-ce que C est le maximum? Je vais d'abord voir, est-ce que C est plus grand que A? Déjà, c'est faux. C, c'est moins 5. Il n'est même pas le maximum, d'ailleurs. Et est-ce que c'est... Donc, il ne respecte aucune de ces conditions-là. C'est-à-dire, ça, c'est faux. Et ça aussi, c'est faux. Donc, c'est faux. À partir du moment où il y a un seul faux, il renvoie faux. Et enfin, la dernier type de condition. Donc, vous voyez là, en fait, c'est comme une table de vérité avec des exemples, en fait. Donc, le premier, vous avez vu, ça fait true, true, qui a renvoyé true. Ici, on a true, false, qui a renvoyé false. Ensuite, false. Ici, c'est false, false. Ici, false, tous les deux sont faux. Ça a renvoyé false. Et enfin, le dernier, on a est-ce que A est supérieur à 0? Oui, A est supérieur à 0. Et est-ce que B est supérieur à 0? Oui, B est supérieur à 0. Est-ce que C est supérieur à 0? Non. C, c'est un nombre négatif qui est inférieur à 0. Donc, la condition, est-ce que les trois sont positifs? Elle tombe à l'eau, c'est faux. Parce que C n'est pas positif. Voilà, donc je pense que là, c'est clair. Dernier opérateur, bon, si vous avez compris le principe de ou, le et, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, il ne renvoie la valeur false que si les deux opérandes sont fausses. Voilà. Donc, lui, sa règle, c'est simple. Si les deux opérandes sont fausses, il va renvoyer faux. Dans le reste des cas, il envoie toujours true. Voilà. Lui, il est plus sympa, il est plus sympathique. Il envoie true, sauf si les deux vraiment les deux ou tout. Parce que c'est pas souvent, ça peut être plus que deux, ça peut être trois conditions. Si c'est trois opérandes, si les trois opérandes sont falses, il va renvoyer false. S'il y a une seule qui donne true, bah, il donne true, simplement. Donc, ici, l'exemple, c'est quoi? La ligne suivante affiche le résultat de la division E. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. C'est de l'autre notebook. Alors, ici, j'ai true or true. Non, true ou true. Donc, les deux sont true. Bah, il va renvoyer true. Ici, j'ai true ou false. Bah, il y a un qui est true, donc il va renvoyer true. Je peux continuer comme ça pour voir la table de vérité. Je peux avoir false et true. Il va renvoyer true. Et enfin, false et false. Juste le seul cas où il va renvoyer false, c'est dans le cas où les deux sont faux. Comme le dit, voilà, c'est la même table de vérité. Là, les électroniciens, ils vont préférer afficher ça comme ça. Donc, la table de vérité de ou. Donc, 0, 0, ça fait 0. Donc, uniquement dans les deux cas où c'est faux qu'il va renvoyer faux. Dans le reste des cas, donc 0, 1, donc c'est-à-dire faux, vrai, il renvoie vrai. Vrai, faux, il renvoie vrai. Vrai, vrai, il renvoie vrai, simplement. Ok, très bien. Ici, là aussi, je ne sais plus à quoi je pensais quand j'ai écrit ça. Remarque, oui, ok, c'est logique. Donc, si la première expression évaluée est fausse lors de l'utilisateur de l'opérateur AND, les expressions suivantes ne sont pas évaluées. Donc, en fait, ce qu'il veut dire ici, c'est quoi? Par exemple, on a cette condition-là, cette expression, on a trois opérandes. Donc, est-ce que A est supérieur à 0, B supérieur à 0, C supérieur à 0? En fait, à partir du moment où il y a, c'est comme je vous l'ai dit, le et, lui, il cherche juste où il y a un faux. S'il y a un faux, il fait tomber toute la condition à l'eau, il renvoie directement faux. Donc, ça dit, s'il veut tester ça, il va par exemple tester le premier. Il va voir, si le premier est faux, bah, il va plus regarder le reste parce que bah, il y a un seul faux. C'est suffisant pour dire que toute l'expression elle est fausse en fait. Le and, le et, bien sûr. Voilà, c'est ce que cette remarque-là dit. Ensuite, il y a quelque chose aussi de très intéressant. Je sais pas, j'ai pas donné d'exemple ici. Regardez. C'est vraiment très intéressant parce que souvent c'est utilisé. Je prends exemple, je vais le nommer exemple.
je le nomme une... Alors, je prends une chaîne de caractères, je dis, bon, je lui donne mon nom, Alba. Euh, Dans ce cas, je change le nom, je fais Alba. Euh, et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, euh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire par exemple, est-ce que non est... qu'est-ce que je veux faire comme... En fait, il y a un exemple dans lequel ils aiment utiliser les chaînes de caractères. Ça ne me vient plus à l'esprit. En fait, c'est juste ce que je veux dire ici, c'est que vous pouvez souvent utiliser des chaînes de caractères comme, euh, comme, euh, comme condition en fait. En fait, je veux pas utiliser ça parce que je vais devoir utiliser un if. Mais bon, euh, on n'a pas encore vu les conditions. Attendez, je fais non, je ne vais pas utiliser le if parce que c'est quelque chose qu'on doit voir en bas. Bon, je vais vous montrer ça. Je vais rappeler, moi, je vais vous montrer cet exemple-là. C'est mieux, en fait, c'est mieux quand on utilise avec le if. Juste retenez cette remarque-là. Ça dit toute chaîne de caractères qui n'est pas vide est toujours considérée comme vraie, en fait. C'est simplement. Donc, une chaîne de caractères, ou bien si vous voulez, je peux faire ça, peut-être pour vous montrer. Je ne voulais pas le faire ici. Est-ce que non? Euh, je sais pas, est-ce que ça ne devrait pas, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher avec ça, c'est pas grave, ça va pas marcher. Donc, retenez juste ça, une chaîne de caractères est toujours considérée comme une affirmation vraie en fait. Vous allez comprendre pourquoi quand on va voir le if, je veux pas sauter les étapes. Ensuite, l'opérateur logique OR, même si la première expression évaluée est fausse, lors de l'utilisateur de l'opérateur N, les expressions suivantes sont également évaluées. Donc, en fait, contrairement au end, comme je vous l'ai dit plus tôt, le end, s'il y a une suite d'opérations, à partir du moment où il remarque que le premier opérateur ou la première condition est fausse, elle va plus évaluer le reste de l'expression. Mais dans l'opérateur logique OR, même si la première expression évaluée est fausse, les expressions suivantes seront évaluées parce que un seul faux ne suffit pas en fait à dire euh, voilà, à dire que toute l'expression est fausse. Je continue. Ces opérateurs possèdent des tables de vérité. Bon, je vous ai montré juste les exemples. Là, je vais les inclure là pour que ça soit plus facile à voir. Un tableau, c'est plus facile à lire en fait. Donc, ces opérateurs possèdent des tables de vérité qui sont assez intuitifs, dont je n'en ferai pas mention ici. Je ne sais pas pourquoi je les ai pas inclus. Mais libre à vous, particulièrement ceux qui n'auront pas encore fait l'électronique numérique. Ah, ok. De faire une petite recherche rapide ou de nous le demander si quelque chose n'est pas clair. Voilà, c'est ça, simplement. Toute chaîne de caractères est toujours considérée comme une affirmation vraie. Alors, là, j'ai ma batte qui veut... Toute chaîne de caractères, je sais pas, là aussi, j'ai répété ça. Je l'ai écrit 2 fois. Donc, toute chaîne de caractères est toujours considérée comme une affirmation vraie. Euh, Ok, là, juste pour s'amuser, selon vous, quelle sera, l'expression a déjà été évaluée. En fait, je voulais juste, si quelqu'un a une idée, bon, vous l'avez déjà vu, c'est pas bien grave. Euh, dans ce cas, je change. Je fais ça, end. Oh, juste, j'ai exécuté. En fait, je voulais juste que quelqu'un me donne le résultat de ça pour savoir si vous avez bien suivi, mais c'est pas bien grave. En fait, tu ris, Ibrahima. En fait, ici, il y a aussi, je pense, je suis pas sûr, il y a, comme dans les opérateurs arithmétiques aussi, il y a, comment on appelle ça? Il y a une question de priorité quand il s'agit des opérateurs booléens aussi. Donc, dans les opérateurs arithmétiques, on a vu que la multiplication est prioritaire. Ensuite, d'abord, les parenthèses sont prioritaires. Ensuite, la multiplication. Ensuite, la division. Et voilà, le reste suit. Et c'est un peu pareil. C'est un peu pareil ici. Donc, en théorie, le AND, le et logique est évalué avant le OR. En fait, c'est la raison pour laquelle je voulais en fait que vous fassiez, ou bien je change. Bon, c'est pas grave. En fait, je voulais que quelqu'un se trompe sur ça pour que je puisse rebondir sur. Mais c'est pas grave. Donc, juste, vous le savez, le N est prioritaire par rapport au OR en fait. Donc, pour certaines expressions, il faut faire attention. Si vous voulez prioriser, je sais pas, une condition particulière par rapport aux autres,
mettez ça entre parenthèses pour que ça soit évalué en première position avant de... Voilà. Donc, donc on aura tout en sortie. Vous pouvez essayer... Alors, je change ça dans ce cas pour ne pas berner les gens. Voilà. En fait, pour quelqu'un qui n'était pas au courant de cette règle-là, elle allait faire true or true. Bon, true, ça donne true en fait. Et ensuite, true et false, ça fait quoi? Ça fait false. Donc, il allait dire que c'est false. Pourtant, c'est true. Pourquoi? Parce que on va évaluer ça d'abord, qui donne true and false. Ça va donner false. Et ensuite, true or false, ça donne true. Donc, en fait, c'est la petite... mais c'est pas grave. Prochainement, je vais vous avoir. Cette fois, ça passe. Vous pouvez essayer de mémoriser l'ordre de priorité des opérateurs, mais, il est plus sûr d'utiliser des parenthèses comme les calculs en maths. Donc, comme c'est ce que je le disais. Comme ce que je disais. Non seulement cela permet d'éviter les erreurs, et cela rend les intentions plus claires lorsque quelqu'un lit votre code. Simplement. Donc, c'est ça, on termine. Je pense aussi il y a sûrement comme la règle PEMDAS qui est utilisée. Alors, c'est pas ici. Je pense qu'il y a aussi sûrement un nom pour cette règle-là. PEMDAS, c'est pour les opérateurs arithmétiques. Je pense qu'il y a sûrement une règle similaire aussi pour les opérateurs logiques. Aucune idée, mais probablement. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Mais au moins, vous savez qu'il y a une priorité. Si vous voulez prioriser certains opérateurs, mettez des parenthèses. Enfin, on arrive à l'une des parties les plus importantes quand on programme, les conditions. Les conditions, vous allez toujours écrire des conditions quand vous programmez. C'est obligatoire. Donc, vous ne pouvez pas programmer sans écrire de conditions, à moins que je ne sais pas ce que vous faites. Donc, enfin, nous y sommes. Les opérateurs, et quand je parle de conditions, c'est quoi? C'est-à-dire, vous allez je vais répéter, vous allez tester quelque chose, vous allez tester une condition et voir est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse. Si elle est vraie, vous allez faire quelque chose. Si elle n'est pas vraie, vous allez faire autre chose, qui n'est pas bien sûr la même chose. Mais souvent, une condition, c'est pas toujours oui ou non. Là, vous allez me demander, ah, qu'est-ce qu'il raconte? Tu as dit tout de suite que le booléen, c'est true ou false. Mais en fait, ce que les conditions vont te permettre de faire, c'est vérifier quelque chose. Mais tu peux vérifier plusieurs choses. Ça veut voir, par exemple, est-ce qu'il pleut? Si c'est oui, bon, je vais faire quelque chose. Si c'est non, je vais faire quelque chose. Ensuite, est-ce qu'il y a le vent? Si c'est oui, tu vas faire quelque chose. Donc, vous voyez, vous pouvez exprimer plusieurs conditions, en fait. Et avec Python, il y a trois mots-clés, comment on les appelle, trois instructions qui permettent en fait trois instructions principales qui permettent de tester différentes conditions. Donc, vous allez faire tester ça comme vous voulez. Souvent aussi, on va voir ça juste après, ce qu'on appelle des conditions imbriquées. Donc, ces trois-là, c'est if pour dire si quelque chose, je fais ça. Donc, if, une condition, si c'est vérifié, vous allez faire quelque chose. Le else, c'est sinon. Si c'est si oui, donc vous allez faire quelque chose. Sinon, vous faites l'inverse. Donc, vous voyez que là, logiquement, là, je parle même pas de Python, c'est une question de logique. C'est-à-dire, si je mets si je mets if, si, je dois donner une condition forcément. Et pour que ce que je veux que ça fasse, donc ça doit donner vrai pour que je puisse faire ce que je veux faire. Mais le else, tu n'as pas besoin de condition puisque bah, tu vas vérifier si c'est vérifié. Si la condition est vérifiée, tu fais ça. Sinon, tu fais autre chose en fait. Juste, je vous introduis directement. Quand vous mettez if, enfin quand vous utilisez if, il faut une condition. Le else, vous n'avez pas besoin de condition. C'est l'inverse en fait du if. Mais entre ces deux-là, entre le if et le else, il y a ce qu'on appelle le elif, l'opérateur elif. Elif, c'est une contraction de else if. Qu'est-ce que je veux dire par else if? Else if, comme je l'ai dit, elif, je ne vais pas dire else if parce que dans certains langages, effectivement, c'est else if. Mais en Python, Python aime contracter tout. Donc, voilà. Elif, c'est ça. Donc, le elif, en fait, il se situe au milieu. C'est-à-dire, le if, il a besoin d'une condition. Le else, c'est l'inverse du if. Donc, il n'a pas besoin de condition. Mais le else if a besoin d'une condition qui n'est pas la même condition que le if en fait. Je prends un exemple simplement pour ne pas vous embrouiller. Je reste même sur mon exemple de la météo. Vous allez dire if il pleut, je prends un parapluie, je sors avec un parapluie. Vous ne dites pas d'abord de else. Elif, s'il ne pleut pas,
je prends Elif, s'il ne pleut pas, je peux sortir sans parapluie. Elif, juste ça, je reste avec la pluie. Donc, if il pleut, if il y a la pluie, donc je prends parapluie. Elif, ici, c'est pas un bon exemple parce que là, il y a, soit il pleut pas. C'est assez simple. Ou bien, je prends l'âge. Je prends un autre exemple. Je pense que c'est un exemple que j'ai même donné. Je me rappelle de ça. L'âge. Je prends l'exemple de l'âge. Je dis, if, prenons l'exemple d'une note, ça sera plus simple. If la note de quelqu'un est supérieure à 16, on va dire c'est mention très bien, c'est ça. Et if, si la note est entre 14 et 16, on va dire c'est mention bien. Et if encore, si la note est entre 12 et 14, on va dire c'est mention assez bien. Elif encore, si vous voulez, on continue. Si la note est entre 9 et 11, hein, ouais, ou bien c'est 9 et 10, bon, je sais pas, 9 et 11, comme vous, ou 9 et 12, on va dire c'est mention passable. Et enfin, else, la dernière condition, c'est tout ce qui reste. Donc, si else, on n'a même pas besoin de le signifier parce que on a déjà dit si c'est supérieur à 16, entre 14 et 16, entre 12 et 14, entre 9 et 12. Et le reste maintenant, c'est ça qui est le else. Donc, c'est mention mauvaise. Bon, je sais pas c'est quoi la mention. Voilà, donc vous avez compris un peu le principe. Je voulais juste que vous réfléchissiez sur ça de façon logique avant même qu'on rentre dans le côté programmation, simplement. Voilà. Donc, les instructions conditionnelles dans les langages, pourquoi j'ai dit les langages? Le langage, dans le langage Python. Dans le langage Python, décide de la direction ou du flux d'exécution du programme. Donc, en Python, les structures conditionnelles les plus courantes sont, comme je l'ai dit, if. Et généralement, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser le if. Vous pouvez utiliser le if tout seul. C'est-à-dire, vous voulez tester une condition. Est-ce qu'il pleut? Si oui, bon, voilà, vous faites quelque chose. Et pas de else. Pas besoin de mettre le else. Donc, je veux juste tester une condition. Si la condition est vérifiée, je fais quelque chose. Si c'est pas vérifié, je m'en fous. Pas besoin de mettre le else. Mais vous pouvez combiner les deux et généralement on combine les deux. If la condition est vérifiée, je fais quelque chose. Sinon, else, je fais autre chose. Ça, le premier if else et le dernier, c'est if et if else, comme je vous l'ai expliqué avec l'exemple des notes. Voilà. Donc, la première structure, c'est ça, c'est le if. C'est l'instruction décisionnelle la plus simple, donc utilisée pour décider si une certaine instruction ou bien disons un bloc d'instruction sera exécuté ou non. Alors ici la syntaxe c'est bon, assez simple. Je ne devais pas mettre ça. Bon, c'est pas grave, je vais corriger ça après. En fait, ici, pourtant je dois corriger parce que certains vont pas capter. Juste, ok. Je veux pas en fait que des gens se... J'écris... C'est ça. Donc je mets là Python. J'espère que ça va marcher. Juste en fait pour que ça ressemble à un truc du vrai code. Ah, c'est du texte. Ah, en fait, c'est la raison pour laquelle Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais le garder comme ça. Euh, il va refuser de toute façon. Parce que j'ai mis un bloc de sel au lieu d'un bloc markdown. Voilà. En fait, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais. Donc là, c'est plus un bloc de... plus un bloc de code, c'est un bloc de texte. Alors, regardez, ça, la syntaxe du if, la structure la plus simple qui est le if, c'est quoi? C'est, je fais if condition. Donc, la condition, c'est comme vous voulez, est-ce qu'il pleut, est-ce que, voilà, j'ai une bonne note et tout ça. Donc, et faites attention ici, quand vous écrivez le if, il faut indenter. Qu'est-ce que je veux dire par l'indentation? Il y a un petit espace. Ici, vous écrivez if condition, mais il y a un espace. Généralement, en fait, c'est pas un espace, mais c'est 4 espaces. C'est ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon courant, une tabulation. Quand vous faites tab en Python, quand vous êtes sur un éditeur, un IDE, directement, quand vous faites tab, il va automatiquement le faire. Mais en fait, ça correspond à 4 espaces. Donc,
if condition, ensuite vous écrivez les conditions que vous voulez, bon, ce que vous voulez exécuter si la condition est vérifiée. C'est-à-dire, c'est là que vous comprenez, vous commencez à comprendre l'importance des booléens. C'est-à-dire, la condition, ça va renvoyer un booléen. Ça va renvoyer soit true, soit false. Si c'est true, ce bloc qui est indenté là, ce bloc qui a été déplacé, qui est indenté, c'est ça le bon mot, il sera exécuté. Il sera exécuté, mais imaginez, je reviens là, de toute façon, je vais vous montrer l'exemple. Tout ce qui est indenté après le if sera exécuté. Mais ce qui n'est pas indenté ne sera pas exécuté. C'est-à-dire, là, quand vous revenez à la ligne, c'est-à-dire au même alignement que le if, c'est-à-dire vous avez quitté en fait la condition. Simplement. C'est ça la syntaxe de la structure if en Python. Donc, if une condition, est-ce que x est supérieur à 10 ou bien x est égal à quelque chose, vous faites une indentation pour dire, dans certains langages, vous allez voir, c'est juste des accolades, par exemple en C, C++, c'est des accolades, mais en Python, c'est l'indentation qui montre, c'est-à-dire quel est le bloc que vous voulez exécuter si la condition est vraie. Donc, un exemple vaut mieux que 1000 mots. Donc, ici, j'ai une variable âge que j'ai donné la valeur 20. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vérifie, est-ce que l'âge est supérieur à 18? Si l'âge est supérieur à 18, bon, on est majeur. Donc, j'affiche, vous êtes majeur. Sinon, bon, ici, il n'y a même pas de sinon. C'est bon, c'est juste le if. Donc, si l'âge est supérieur à 18, on est majeur. Et le reste, je fais rien. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qui va s'exécuter? Vous voyez, j'ai fait un print juste après. Et un autre print juste après qui dit, nous avons quitté le bloc if. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on a l'indentation, le print, le bloc de code que je veux exécuter lorsque la condition est vraie est est dans la partie indentée. Mais après, une fois que je quitte la partie indentée, c'est fini. Donc, je ne suis plus dans le if. J'ai quitté le if et c'est le code normal qui va s'exécuter. Donc, if âge est supérieur à 18, vous êtes majeur. Donc, et le reste, on continue le code. Simplement, c'est facile à appréhender. Donc, la deuxième structure, deuxième type de structure, c'est le if-else. Donc là, c'est 2. Et là aussi, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est encore facile. C'est if une condition est vérifiée, c'est-à-dire si la condition est true, renvoie true, j'exécute un bloc de code. Sinon, j'exécute un autre bloc de code, simplement. Et comme je le répète encore, le sinon, vous n'avez pas besoin d'une condition. Vous n'avez pas besoin d'une condition, c'est juste l'inverse du si, simplement. Donc, l'instruction if seule nous dit si une condition est vraie, elle exécutera un bloc d'instruction et que si la condition est fausse, elle ne l'exécute pas. Mais si nous voulons faire quelque chose d'autre, si la condition est fausse, nous pouvons utiliser l'instruction else juste après l'instruction if. Donc, pour exécuter un bloc de code lorsque la condition est fausse. Donc, simplement. Alors, encore une fois, parce que j'ai écrit du texte ici, c'est pas grave. Donc, ici, la syntaxe de if else, c'est quoi? If condition. Donc, si la condition est... Il y a une erreur parce que c'est pas une vraie condition que j'ai mise là. Alors, je vais faire pareil que là. Je vais tout simplement copier ça. Pour... donc, Markdown. Je fais ça. Voilà. Là, c'est pas une cellule, ça va pas me donner d'erreur. Oups. Voilà. Très bien. Voilà, c'est ça. Donc, if... Alors, ma batte. If... l'exemple que j'ai donné ici, c'est encore la même chose, l'exemple de l'âge. Mais cette fois-ci, je donne la valeur 17 à ma variable âge. Donc, l'âge égale à 17 et je vais vérifier. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, on va dire, bon, vous êtes majeur. Sinon, vous êtes mineur. Et là, bien sûr, bon, l'âge c'est 17, clairement, c'est... Vous voyez, qu'est-ce qu'il va faire ici? La logique, le flow chart de cette condition, c'est quoi? On a initialisé la valeur de la variable âge à 17. Il va venir ici, il va voir, est-ce que l'âge est supérieur à 18? Bon, 17 n'est pas supérieur ou ni égal à 18. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même pas regarder en fait ce bloc de code. Il va tout simplement l'ignorer. Et il va directement passer à else en fait. Donc, il va voir, vu que cette condition n'est pas vérifiée, j'exécute directement ce qu'il y a dans le else. Simplement, donc, il va exécuter, vous êtes mineur. La troisième structure, donc là, c'est la structure qui est complète. C'est if, elif, else. Donc là, vous pouvez presque tout faire avec cette structure complète là. Donc, je vous l'ai déjà expliqué en fait. Donc,
euh, en fait, ce que le if et l'if else permet, c'est de donner, ça donne une meilleure flexibilité lors des tests des conditions. Donc, ça donne en fait plusieurs options. Parce que souvent, bon, c'est pas juste, il ne s'agit pas juste de vrai ou faux. Il peut y avoir plusieurs options en fait. Et l'exemple parfait, c'est celui que je vous avais donné. Donc, et bien sûr, comme normalement, ça s'exécute du haut vers le bas. Donc, il va d'abord tester le premier, deuxième, ainsi de suite. Dès que l'une des conditions contrôlant l'instruction if est vraie, l'instruction associée à cette instruction if est exécutée et le reste de l'échelle est contourné. Bon, tout ça c'est du blabla. Si aucune des conditions n'est vraie, l'instruction else finalement est exécutée. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, dans mon exemple, j'ai note égale 17. Si la note, je vais vérifier premièrement, est-ce que la note est supérieure à 18? Et donc là, vous voyez, on commence à combiner les choses. Donc, j'ai un opérateur booléen qui est le end ici. Je dois vérifier que les deux conditions sont vraies. C'est-à-dire, pour que j'exécute ce bloc, pour que le premier if s'active, donc soit exécuté, il faut que la note soit supérieure ou égale à 18 et que la note soit inférieure ou égale à 20. Donc, les deux doivent renvoyer true. Donc, ici, ça doit être true. Ici aussi, ça doit être true. Et si c'est le cas, bon, mon bloc c'est 10, c'est excellent. Et l'if, donc si c'est pas ça, donc il y a une autre condition, je peux mettre si la note est supérieure à 16 et la note est plus petite que 18, strictement cette fois-ci. Donc, c'est mention très bien. Sinon, c'est pas sinon, c'est elle, je sais même pas en français c'est quoi, else if. Sinon si, voilà, c'est ça. En français c'est sinon si, exactement. Donc sinon si la note est supérieure ou égale à 14 et la note est inférieure à 16, donc c'est bien. Sinon si, encore une fois, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça. Et on termine toujours par, oui, on termine toujours par un else. Donc on termine toujours par un else. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser le if ici sans le else. Donc, pas toujours. Donc, ça, c'est si vous voulez en fait une dernière vérifier. Au cas où toutes les conditions en haut n'ont pas été vérifiées, vous pouvez faire une dernière exécution. Donc, ça, voilà, c'est assez simple à comprendre. Euh, Peut-être autre chose que vous aurez remarqué, à la fin de chaque if, il y a un deux points. Donc, j'en ai pas parlé, pas du tout, j'ai pas fait mention de ça, mais au moins, je sais que vous avez remarqué ça. Donc, la syntaxe, c'est simple. Vous écrivez if, vous donnez votre condition, deux points, vous revenez à la ligne indentation et vous écrivez le bloc qui doit être exécuté si la condition est vraie. Donc, simplement. Ok, très bien. Euh, je me rappelle quand j'écrivais ça. euh, Si vous avez remarqué, si la note, donc excellent, très bien, bien, assez, passable. Et sinon, mon ami, vous n'avez pas bossé vos leçons. Bon, c'est juste pour rigoler ici. Donc, donc, on est bon pour les types de structures. Structure if, structure if else et la structure if et if else. Donc, c'est les trois principales structures pour les conditions, pour définir les conditions. Je pense que c'est simple. J'ai vraiment essayé de simplifier ça au maximum. Bon, donner un exemple qui est plus parlant, plus simple. Ensuite, il y a une dernière structure, une dernière. Elle n'est pas nouvelle, c'est encore c'est la même chose que if else là. Mais en fait, on appelle ça une structure qui est imbriquée. C'est-à-dire, tu as un if dans un if. Vous allez comprendre. Regardez là. Alors, je ne veux pas que vous regardiez le schéma pour l'instant. On va analyser ça à tête reposée. Donc, ici, le if imbriqué, c'est quoi? C'est-à-dire, vous commencez une condition. Je ne sais pas, un exemple qui est... Bon, peut-être l'exemple que j'ai donné. Ici, en fait, l'objectif, c'est pas l'objectif. En fait, oui, c'est ça. L'objectif, c'est de tester. Souvent, c'est de tester deux conditions. C'est-à-dire, vous allez tester une première condition. Si cette condition est vraie, vous voulez encore tester une autre condition avant d'exécuter quelque chose. Donc, souvent, c'est comme ça. Par exemple, vous allez dire... je sais pas. Bon, pour ceux qui aiment tirer les cours, par exemple, vous allez dire, ok, aujourd'hui, c'est quoi, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple qui est parlant. Vous allez d'abord, la première condition, euh, la note plus l'absence. Tu peux parler, Konkobo. Vas-y, désactive ton micro.
Oui, merci beaucoup. Mais je pense qu'il peut utiliser l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Par exemple, si Ah, ok. Oui, vas-y, vas-y. avec par exemple, si un étudiant qui a une moyenne supérieure à 10, et plus il a fait un nombre de choses V- qu'il va devoir faire. Voilà, exactement. Exactement. Merci. Merci beaucoup pour l'exemple. Je cherchais un exemple simple comme ça. Excellent. Merci beaucoup, Konkobo. Voilà, je pense que les autres ont compris. Donc, souvent, le if imbriqué, c'est pour tester deux conditions avant d'exécuter quelque chose. Donc, comme il l'a dit, par exemple, bah, on va vous donner une mention excellente. D'abord, si vous avez une bonne note et si vous avez, je sais pas, moins de 2 absences ou moins de 5 absences comme ça. Exactement, c'est ça. Et dans l'exemple qu'on a ici, donc x égale 2021, je teste d'abord est-ce que x est supérieur à 0. Et ensuite, je teste est-ce que x est pair, c'est-à-dire est-ce que x modulo 2 égale à 0. Le modulo, vous le connaissez, c'est pour avoir le reste de la division euclidienne par 2 ici. Et à chaque fois, quand le reste de la division, bon, vous savez ça, quand le reste de la division euclidienne c'est 0, donc c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire c'est ça. Donc c'est un multiple de 2 ici. C'est ça. Donc, x modulo 2 égale à 0, c'est-à-dire on a d'abord le nombre est positif et il est multiple de 2. Donc, le nombre, c'est un nombre positif pair. Sinon, c'est un nombre positif mais qui est impair. Pourquoi? Parce que quand même, on a testé que le if, il est positif. Mais il ne respecte pas la condition de la parité. Donc, on va mettre ici c'est pair. Mais sinon, bien qu'on est toujours en fait dans le if qui vérifie le signe, donc si c'est positif ou négatif. Et sinon, je ressors else, donc c'est-à-dire le nombre, c'est-à-dire il n'est ni positif, ni pair ou impair. Donc là maintenant, c'est un nombre qui est négatif ou nul, simplement. Voilà. Donc, je pense que c'est assez simple. Souvent dans les codes, ça devient du bazar. Vous imbriquez que des if. Donc, mais bon, je pense qu'on va voir ça bien sûr quand on va faire des projets pratiques. Alors ici j'ai bien aimé le diagramme. Je sais plus d'où est-ce que je l'ai tiré. En fait c'est juste pour résumer comment on appelle le flow, comment en fait les conditions comment on respecte en fait les conditions. Donc avec le if et l'if else. Donc voilà, vous commencez par un point, vous testez une condition. Si c'est vrai, donc vous allez exécuter en fait le code qui est if. Donc vous partez d'une condition. Si cette condition est vérifiée, est vraie, donc vous exécutez la partie qui est if. Donc if condition, vous exécutez le if. Sinon, si la condition n'est pas vérifiée, vous pouvez revoir une autre condition. Donc en fait, c'est exactement comme ce qui a été fait ici. Donc sinon, vous pouvez imbriquer une autre condition et dire si cette condition est vérifiée, ok, et if code. Donc et sinon, else. Là même en fait c'est même pas une structure. En fait vous pouvez voir ça comme le if imbriqué, mais ça en fait c'est le flowchart du if et l'if else. C'est-à-dire on a une condition, si elle est vérifiée tu exécutes le code de if. Sinon c'est elif, maintenant c'est elif. Donc elif une autre condition. Vous allez voir si c'est vérifié. Bon, elif j'exécute le code qui est dans la partie indentée du elif. Sinon carrément else. Voilà, simplement. Donc, en résumé, les variables booléennes et les structures conditionnelles, bon, c'est sûr. Vous allez, là, c'est la fondation, c'est la base en fait de la programmation. Vous allez voir après, bon, c'est des trucs que vous allez utiliser, ça ne va même plus, ça va devenir un truc assez normal, ça sera familier en fait. Donc, c'est des trucs assez essentiels dans la programmation Python. Donc, maîtrisez juste comprenez ce que ça fait, if, elif, else, les booléens, comment le and, le et, le ou, comment les combiner. Et bon, à partir de là, bon, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Donc, alors, ici, quoi, ne pas oublier, ouais, oui, 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 deux remarques, exactement. Deux remarques pour terminer. Ça aussi, c'est assez important. Il faut pas oublier que Python, il est sensible à la casse. Je sais pas si je vous ai mentionné ça lorsqu'on parlait des... Non, malheureusement, je sais pas pourquoi j'ai pas mentionné ça. Python est sensible à la casse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, je devais vous mentionner ça quand je parlais des variables. Si j'écris euh, ma variable, non, je colle ma variable,
Voilà, je mets ma variable égale par exemple 10. Ça, on est d'accord que c'est différent de ma variable. On est d'accord que c'est différent, même si je mets 10. On est d'accord. Alors, variable. Ça, c'est deux choses qui sont différentes. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on a un V majuscule, on a un V minuscule. C'est vrai que c'est le même nom, mais il y a la casse qui est là. Donc, Python est vraiment sensible à la casse, que ce soit pour la nomination des variables, que ce soit pour les mots-clés également. Si vous écrivez if comme ça, au lieu de, je sais pas, au lieu de petit if comme ça, c'est deux choses qui sont différentes. Absolument. Donc, faites attention. C'est pour ça, si vous vous rappelez, j'ai insisté au début, même la dernière fois, j'ai insisté. Quand vous écrivez le trou, assurez-vous d'écrire avec un grand T. Sinon, si vous écrivez un petit T, c'est autre chose. C'est plus le même trou. Donc, Python, comme dans beaucoup d'autres langages, hein, Python a la casse qui est très importante. Python est sensible à la casse. Voilà. Donc, par exemple, utilisez trou ou tout à la place de trou. Oui, bien sûr. Le programme vous renverra des erreurs. Aussi, il faut respecter l'indentation. Ça, c'est très important. Donc, après une condition, après un if, par exemple, je fais ça, j'écris if, voilà, if true, par exemple. Je voulais pas. Donc, une fois que je mets les deux points, en fait, si vous utilisez un éditeur de code directement, il va vous indenter ça. Mais sinon, vous devez appuyer sur la touche tab, tabulation, qui va vous faire une indentation. En fait, l'indentation, en principe, ça correspond à 4 espaces, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, ou bien en mettant 4, ou bien vous pouvez mettre les espaces vous-même, mais bon, c'est pas adéquat de à chaque fois cliquer sur espace 4 fois. Donc, voilà. Donc, voilà, pour ce qui est prévu la prochaine fois, c'est les structures itératives, les boucles notamment. Voilà, boucle for, while, voilà, collection et fonction. Ok, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vrai qu'on a toujours une séance en retard qu'on doit rattraper. Je ne sais pas comment on va rattraper ça, mais bon. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas, allez-y. Oui, Monsieur Désiré, allez-y. Bonsoir. Est-ce que c'est possible de revenir sur if, Elise et puis else? Bien sûr. If, elif, elle, c'est ça. J'avais réussi de prendre l'exemple, mais j'ai juste changé la moyenne ancienne. Ok. J'ai pris l'exemple de la première ligne de if. J'ai pris par exemple if not supérieur à 15 et not supérieur à 18. Ok. Puis externe. Uh-huh. Mais si tu mets la deuxième colonne ici, je mets la première condition, alors je mets if not supérieur à 14 comme ça. Mhm. Maintenant, mais en ce moment, cette deuxième là, quand je vais reprendre le film, la nouvelle qui s'appelle une nouvelle série. Tu peux partager ton écran pour qu'on puisse voir avec toi, si possible. Non? Mais je l'ai supprimé en fait. Ah Je non, l'ai non. pas supprimé parce que j'ai juste supprimé la partie où ça ne marche pas. Il faut la réécrire et tu nous partages l'écran pour qu'on résolve ça ensemble. Ou bien si tu veux, moi je l'écris, hein, c'est pas grave. Tu as dit note égale combien? 16. Ok. Et ensuite, If not, je sais pas pourquoi il me fait ça. 16. Uh-huh. if not supérieur à la 15, Alors, supérieur ou égal à 15. Uh-huh. and not supérieur à 18. Note inférieure ou égal à 18. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu If fais? externe. Ok. If externe. Ok. Donc, la deuxième maintenant, je mets Elise, Uh-huh. Elif. not supérieur à la 14, Note supérieure ou égal à 14. Mhm. and not inférieur à la 13. C'est pas que là-bas, ça va être le problème. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Ah, je dois désactiver ces suggestions-là. Et note inférieure ou égal à 13. 13. Mais attends. Tu dis ici note supérieure ou égale à 15 et note plus petit que 18. Et ensuite note supérieure à 14 et note.
En fait, je C'est pas vois, comme. je vois déjà, ouais, je vois déjà le problème. Et tu as exécuté ça, il t'a donné une erreur? Oui, non, quand j'avais exécuté, il y avait l'erreur à 17. Oui, mais Parce que l'erreur, est-ce que tu avais t'avais respecté l'indentation ou je sais pas moi, les 2 points? je pense que peut-être Sûrement, parce que après, ce que je voulais dire, ça c'est une petite erreur, mais c'est pas grave. Mais en fait, si tu ne mets pas, si tu ne respectes pas la syntaxe en mettant les 2 points, ou bien en ne mettant pas, par exemple, regarde, si je fais un espace comme ça, tu vois, j'ai mis 3 espaces. Bah, il marche bizarrement. Ouais, ouais, il marche bizarrement. Mais bon, tu vois, si je ne respecte pas l'indentation, il va me renvoyer une erreur en fait. Donc, sûrement, soit t'as pas mis l'indentation, soit t'as pas mis les 2 points ici. C'est l'un des deux cas. Mais sinon, normalement, ça devrait marcher sans souci. Ouais. Et en fait, j'attire ton attention ici. Tu vois, tu as fait note supérieure ou égale à 15. C'est-à-dire, l'égalité de 15, tu l'as incluse dans cette condition. Donc, la condition qui va suivre le elif, bah, tu ne dois plus mettre un égal, tu dois mettre un strict maintenant. Parce que le 15, l'égalité du 15 est respectée ici. Tu vois? Voilà, donc juste ça. Je sais pas, il y a d'autres questions?